tout va bien. D'accord. Donc, Philippe Dagier, ici, là, je suis directeur des opérations pour Imeris et j'ai le privilège d'être encore pour quelques années. Ça ne durera pas aussi longtemps que les phases orogéniques de nos belles montagnes, mais enfin bref. Donc, des opérations de quartz, quartz du Lot que j'ai eu la chance un site que j'ai eu la chance d'ouvrir. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Les quartz de Dordogne et également je m'occupe des feldspaths du Sud à Perpignan ainsi que de quelques développements à l'international. Donc c'est un métier passionnant. Je suis un petit peu géologue de formation. J'étais à Nancy autrefois et donc ben, la géologie mène à tout à condition d'en sortir, comme disait un de mes éminents professeurs. Mais on a toujours un petit peu la passion. Vincent Peureux, après, vous présentera la totalité de cette jolie présentation qu'il a réalisée lui-même. Il faut le souligner. Il est bien plus brillant que moi pour parler de tout ce qu'il va vous dire. Je vais juste dire quelques mots sur l'historique, un petit peu du quartz. D'abord, quelques mots sur Imerys. Certains d'entre vous connaissent Imerys. Imerys est une société, un groupe qui est coté en bourse de Paris, qui a une activité à l'international avec à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est un peu ronflant comme ça, mais en ce moment, tout n'est pas rose. Le marché international est pas terrible. 14 000 salariés, une trentaine de minéraux industriels qui sont exploités. En France, une trentaine de sites, dont vous voyez le détail en jaune, les deux sites Quartz, dont Vincent va vous parler, Quartz de Dordogne, Quartz du Lot. Et puis la variété de minéraux que l'on peut exploiter dans notre bel hexagone où il y a beaucoup de choses. Et le projet lithium, on a un petit peu parlé de sujets, des chassières, du granit des Colettes, de la Beauce. C'était assez sympathique. C'est des endroits qu'on connaît bien. Voilà. Le but est de parler, donc, de revenir un petit peu sur le quartz. Donc, tu peux descendre sur l'historique, Vincent. Oui, ça, c'est la localisation, c'est pas très grave. En fait, le quartz pour les applications du silicium dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, au début de manière, on va dire, un petit peu empirique, puisque c'était un wagon on ramassait les cailloux en bord de champ, on faisait des essais avec tout un tas de trucs. Ça s'est un petit peu structuré avec Péchinet à partir des années allez, 65-70. Et au départ, la première électrométallurgie un peu industrielle du silicium s'est faite avec les grès de Fontainebleau, qui avaient l'avantage d'être plutôt assez purs chimiquement, mais dont on a découvert ensuite tous les inconvénients. Depuis plus de 40 ans se sont écoulés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs à l'international. Enfin, en Europe, il y en a quatre producteurs de silicium. Et on a beaucoup évolué sur notre compréhension des quartz et qu'est-ce qui fait un bon quartz pour l'industrie du silicium et qu'est-ce qui fait que d'autres quartz qui sur le papier sont très jolis ne fonctionnent pas. Bon, Vincent reviendra un petit peu là-dessus. Donc cette belle histoire, elle a commencé avec Péchinet, qui est la section mine qui s'appelle Sogérem. S'il y a quelques anciens parmi vous, ça doit encore éveiller de vieux souvenirs, hein. C'était l'époque de Péchinet, fleuron de l'industrie nationale, avec à peu près, je crois, 60 ou 70 géologues qui prospectaient le monde entier. Une période bénie pour des jeunes géologues qui sortaient de l'école, mais malheureusement, ça n'a pas duré, malgré toutes les belles choses qui étaient faites. Et à cette époque-là, ce sont les usines de Péchinet électrométallurgie localisées dans les vallées des Alpes et pour les principales et également dans le Gard pour les autres et dans les contreforts des Pyrénées, partout où il y avait des sources d'énergie qui ont fait un petit peu démarrer cette industrie en France. Et au départ, c'était donc en autoconsommation. Les sites d'extraction, que ce soit la Ferté-Alais pour les grès de Fontainebleau et ensuite le site de Dordogne qui a été le premier, qui a été ouvert en 82. Ils ont été ouverts par Péchinet. Moi, je suis arrivé en 1988, donc je n'ai pas vu l'ouverture, mais voilà, je suis quand même arrivé un petit peu sur les débuts. Et donc, j'ai eu 2 ans de Péchinet. Ensuite, on est devenu 2 ans à Minéraux. Et là, il s'est passé beaucoup de choses, mais je vais pas vous détailler tout ça, mais vous allez voir que l'histoire, elle est assez passionnante. Il y a quartz et quartz, il y a la chimie, il y a la friabilité, il y a la dureté, il y a le comportement au four. Et puis chaque jour qui passe, plus on prospecte, plus on a d'échantillons, plus on a d'échantillons, plus on a de données. Et donc on se régale. Voilà, on ne fait pas de la recherche parce qu'on fait de l'industrie. À la fin, il faut qu'on livre des clients et bien évidemment que tout ça, on a des objectifs de rentabilité, ce qui n'empêche pas qu'on a quand même, on prend beaucoup de plaisir. Voilà, Vincent, je te laisse la parole et tu vas nous présenter l'ensemble de ce beau travail de synthèse. C'est pas simple hein, en 30 minutes parce que c'est des sujets
sur lesquels on pourrait occuper la scène pendant pas mal de temps. Merci. Du coup, moi, je vais juste reprendre juste au-dessus pour localiser quand même les deux sites de production quartz haute pureté en France, donc exploités par Imerys. Donc, quartz de Dordogne, au nord-est de Périgueux, et puis quartz et sable du Lot, un peu au nord de Cahors. Voilà, donc on a une vue aérienne là de quartz de Dordogne. Donc, c'est des grands sites, hein. On est sur un peu plus de 300 hectares en Dordogne et une bonne cinquantaine dans le Lot. Voilà. Spécificité du Lot, on est branché directement sur le train qui est un très bon point pour l'exportation des produits. Voilà. Bon, l'historique, on l'a vu, un point important quand même, c'est que depuis l'ouverture des sites, on a sorti plus de 8 millions de tonnes de quartz pour l'électrométallurgie française et européenne, hein, voilà, en 43 ans, et c'est pas fini. Ça continue. En 2025, on a toujours des projets d'extension, donc beaucoup de travail de prospection géologique et des projets à mener, des projets pour l'amélioration de qualité, notamment par le tri, par exemple. Voilà. Donc, on est quand même là pour parler de géologie. Donc, pour le contexte géologique quand même des dépôts exploités. Donc, en Dordogne, ici, donc on est sur un dépôt continental détritique, hein, des anciennes alluvions de rivières. Déposé, alors dans les cartes géologiques, c'est indiqué Oligocène, hein, notamment sous l'appellation formation de Bois-Breteau ou de Saint-Jean-de-Caules, dans des dernières synthèses des dépôts du bassin aquitain. Voilà, on est juste sur au nord-est du bassin aquitain, au contact du Massif central. On a même des dépôts, hein, sur le socle, sur les schistes, tout au nord-est, principalement sur les calcaires jurassiques, bajociens, battoniens, mais aussi sur les crétacés turoniens, hein. Et la grosse particularité de quartz de Dordogne, du gisement de Boudot, c'est son implantation sur les calcaires bajociens, et ces calcaires sont fortement altérés par un karst. Donc ça, c'est principalement connu par l'étude de Laurent des Indes début des années 2000. Donc le gros gisement historique de Boudot, c'est ça, c'est des alluvions sablo-argileuses à galets de quartz, mais qui ont été complètement déformées. On voit ici une alternance de dépôts complètement aspirés, déformés par le karst sous-jacent. Donc c'est un modèle en cryptokarst, en karst caché. Donc il faut vraiment imaginer une éponge humide, acide, les alluvions, qui sont sur un dépôt carbonaté sous-jacent, donc en l'occurrence principalement le calcaire jurassique. Et donc cette éponge humide va dissoudre au fur et à mesure le calcaire. Les alluvions vont augmenter en épaisseur. Donc ça va former un énorme piège à galets. Voilà. Donc forcément, tout s'est pas fait en un jour. Nous, à l'exploitation, on voit rarement des beaux fronts intéressants comme ici. On a souvent des masses assez homogènes, assez, entre guillemets, incompréhensibles. Mais ça va faire un piège à galets jusqu'à une cinquantaine de mètres d'épaisseur sur le karst et la grande carrière historique. Voilà. Et vu du haut, quand on exploite les bordures, ben, on voit ces remontées calcaires, ces pinacles calcaires. On a un peu comme une exploitation d'une boîte à œufs. Donc on a les pinacles calcaires qui font les pics, et puis la place des œufs, ben, c'est les alluvions à galets qu'on exploite. Voilà, grosso modo. Donc le modèle était très tectonique jusque dans les années 2000 avec l'étude de Laurent des Indes. Après, c'est passé sur une vision karstique, hein, parce que c'est vraiment le cas, hein, sur la partie Boudot. Bon, c'est un mélange des deux, hein, au final, hein, une dominante majeure, régionale tectonique et puis une reprise karstique. Le karst, de toute façon, est conditionné par la tectonique, hein, à grande échelle. Mais maintenant, bah, on a exploité d'autres choses, hein, depuis les années 2000. Et donc, ces gisements n'ont pas été vus à l'époque par l'étude de Laurent des Indes. Donc, on exploite ce qu'on va appeler les amont du système, parce qu'on remonte vers le nord-est. Donc, parce que ces alluvions, hein, elles ont été déposées du nord-est, Massif central, vers le sud-ouest, vers le centre du bassin aquitain. Mais en remontant, il ne faut pas aller bien loin, il faut aller à quelques centaines, à peine 1 ou 2 kilomètres de long, enfin de loin. Donc, on a la nouvelle carrière de Vonac. Et là, on est sur des choses beaucoup plus blanches, avec une séquence sédimentaire encore globalement en place. On a des débuts de déformation karstique, mais globalement en place, qui se sont déposés. C'est pour ça que j'ai modifié un peu son schéma, hein, de 2000. En fait, il faudrait reprendre, compléter l'étude, hein, s'il y en a qui veulent se lancer. Euh,
Voilà, on a des dépôts en place sur le Jurassique, sur le Crétacé et même sur le schiste en amont, hein, au niveau de la carrière de Saint-Paul. Voilà, Saint-Paul-la-Roche, Thiviers. Donc, c'est des alluvions également à galets de quartz, mais pas que. On a des niveaux très polygéniques, et ça, c'est assez nouveau, avec à l'intérieur des galets de granit, de granitoïde, de leptinite. Bon, alors, ils ont été transportés à l'époque, ils étaient durs. Maintenant, on les prend, on les broie à la main. Donc, ils ont été argilisés sur place, transformés en kaolin, entre autres. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, ça nous donne des informations sur les sources du dépôt. Alors, d'un point de vue exploitation, nous, on ne va pas vraiment regarder ces sources. On va surtout regarder la quantité de galets impurs qu'il va nous falloir retirer à l'usine, hein, parce que forcément, ça va être des impuretés à retirer pour la production. Mais voilà, la compréhension du gisement évolue forcément au fur et à mesure de l'exploitation. Et on a une meilleure vue. Et ce qui est important, c'est que ça nous donne aussi des zones exploitables et des ressources de plus en plus importantes. Hein. Le site du Lot, lui, ça va être un peu la même histoire. Donc, toujours bordure nord-est du bassin aquitain. Là, par contre, on va être dans une formation plus connue, hein, la formation de Saint-Denis-Catus, un peu plus ancrée en termes de chronologie. Bon, même si, voilà, est-ce que c'est Oligocène, fin Oligocène? Bon, voilà, ça, il y a les gens du Berghem qui étaient passés nous voir, là, il y a 1 an et demi. Bon, voilà, il y a toujours des questions qui se posent, c'est intéressant. Donc là, c'est pareil, un beau dépôt régional. Et là, on est sur des dépôts beaucoup plus puissants en épaisseur. Là, c'est la carrière actuelle. Donc, on a une épaisseur cumulée relative d'une cinquantaine de mètres. Et on est sur des gros faisceaux détritiques. Voilà. Bon, on aurait eu un transport là, sur au moins plus d'une centaine de kilomètres pour ces produits-là, hein, dans le Lot. Et donc, on voit, notamment dans la carrière actuelle de Verger-à-Graines, en fait, un remplissage progradant d'une ancienne vallée. Le fond de cette vallée étant constitué d'altérites, alors dites crétacées, c'est peut-être pas forcément le cas, bon, des altérites, des oxydes de fer, parfois le calcaire aussi, hein, titonien. Mais voilà, c'est vraiment le comblement d'une paléovallée vers le sud-ouest. Sauf bah, le top du dépôt, on a des courants de dépôt dans l'autre sens, vers le nord-est, curieusement. Bon. Et dans des niveaux un peu plus hétérogènes, des lentilles à galets qui se biseautent, donc quelque chose de beaucoup plus divagant. Voilà, riche en bois fossile aussi, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Mais bon, c'est des niveaux détritiques grossiers, hein, en termes de granulométrie. On va jusqu'à 200, 300 mm en taille de bloc, hein, parfois, rarement plus, mais ça peut arriver. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de meule, hein, des gisements magnifiques, avec des galets d'excellente qualité à l'intérieur. On imagine l'énergie de transport. Oui, voilà, oui, comme rajoute Philippe, on imagine voilà, des rivières plutôt puissantes pour charrier et déposer ce type de produits. Parce qu'on n'est pas sur des choses très classées, on est sur des 0,200 à chaque fois. Donc c'est vraiment un mélange qui va des argiles-silt jusqu'au gros galet en même temps. Donc, quand on exploite, hein, bon, j'ai essayé d'illustrer au mieux, hein, parce que bon, une usine, quand on n'est pas dedans, pour la comprendre et pour la voir, c'est mieux de l'illustrer avec des photos. Donc, la partie extraction, bon, on est sur des roches meubles, hein, donc bah, on charge, on envoie à l'usine les zones riches en galets. Et puis maintenant, ce qu'on fait de plus en plus, ça va être du criblage en carrière. Donc, un crible mobile, on tamise, on garde uniquement les éléments supérieurs à 2 centimètres. Parce que les fines ne nous intéressent pas, hein. Bon, elles sont valorisées en granulats quand on en a, mais pour le silicium, il faut des grosses granulométries, donc plus de 2 centimètres. 2 centimètres, oui, si, 2 centimètres, 20 millimètres, pour pouvoir être utilisé dans les fours électrométallurgiques. Donc on garde les coupures grossières qu'on va envoyer à l'usine. Donc là, c'est une vue du sel du Lot, mais la Dordogne fonctionne sur le même principe. C'est extrêmement simple. On va brasser avec de l'eau, séparer les éléments propres par leur taille avec des cribles. Donc voilà, on tamise, hein, tout simplement sous eau. Les éléments grossiers, eux, dans un souci de qualité, vont être triés. Malheureusement, on n'a pas que du quartz dans les gisements, hein. Gisements détritiques, il y a pas mal de choses qui se baladent avec. On a à peu près une douzaine de pourcents d'impuretés qui vont être des quartz, des géodes, des agates, des choses comme ça, des calcaires, des oxydes de fer, des quartzites, des granites, bon, voilà. Tout ça va être retiré. Donc donc le lot toujours actuellement, et puis sur 42 ans en Dordogne, c'était fait à la main.
par une dizaine de personnes environ, selon les postes. Maintenant, en Dordogne, c'est fait à la machine par un tri laser. Donc la diffraction du faisceau laser dans un galet de quartz est reconnue par la machine. Le galet est conservé et tous les impurs sont éjectés par un jet d'air comprimé. Voilà. Donc ça, on a deux machines en Dordogne pour les petits et pour les gros galets, et ça nous assure un tri jusqu'à un débit d'une centaine de tonnes heure. Et donc, une fois que le produit est lavé, calibré, trié, bon, il est mis en stock et expédié par train, par rail et par camion. Voilà. Un sujet important, on utilise de l'eau hein, pour laver tous ces produits. L'eau, c'est un enjeu majeur, hein, encore plus à l'heure actuelle. Donc, l'utilisation dans les usines, c'est des volumes importants. On est sur 1,2 million de mètres cubes par an, mais la consommation, elle, est bien moindre. La consommation réelle, en fait, qu'on va réellement pomper pour faire tourner les usines est de l'ordre de 150 000 mètres cubes en Dordogne, 50 dans le Lot. Parce qu'en fait, on a des taux de recyclage extrêmement bons. On est de l'ordre de 85, voire 92% de recyclage. Ça, c'est extrêmement bien, on en est très fiers. On travaille là-dessus pour l'améliorer toujours plus. Parce que bah, ça nous permet de tourner et d'être le plus environnementalement acceptable possible. Voilà. Donc l'eau, c'est vraiment un sujet majeur. Et puis bah, les argiles, elles, ne sont pas valorisées, donc elles sont envoyées en stockage, en lagunage dans les anciennes fosses en Dordogne. Et elles sont centrifugées et filtres pressés dans le Lot et renvoyées en carrière pour combler les anciennes fosses également. Voilà. Un petit point de détail sur les quartz. Alors nous, on ne va pas jusqu'au MEB, hein, mais voilà, on a quand même, on regarde quand même les différentes familles de quartz. Alors c'est des familles visuelles, hein, parce que ben, on triait les galets à la main, donc on avait établi des familles visuelles pour garder les bons quartz des mauvais quartz. Voilà, donc dans les grandes familles hein, qui avaient été en plus redéfinies dans les travaux de Laurent des Indes, on a bah, principalement, à gauche, hein, c'est ces quartz qu'on appelle polycristallins ou saccharoïdes assez fins. On en a d'autres plutôt fracturés, des polycristallins grossiers à grands cristaux, et puis des zones avec voilà, beaucoup de plans d'inclusion fluide. Voilà. Comme je disais, il y a des galets accessoires hein, également, hein, et dans un gisement détritique, hein, donc il y a pas que du quartz. Et puis il y a aussi quelques petits minéraux accessoires hein, pour ceux qui aiment faire deux, trois coups de bâté et regarder les minéraux lourds. Donc il y a deux, trois petites choses qui se baladent. Bon, là, c'est une belle photo pub, hein, malheureusement, il n'y a pas autant d'or que ça dans le gisement. Mais voilà, pour ceux qui aiment la minéralo, c'est assez amusant, assez intéressant. Voilà. Bon, il y a pas de cassitérite. Ça avait été regardé à une époque pour une possible utilisation industrielle. Malheureusement, il n'y en a pas. Voilà. Donc, le contrôle qualité, ça, c'est vraiment extrêmement important. On produit un quartz de haute pureté, donc avec des teneurs minimum à 99,85% de silice à l'intérieur. Donc, nous, voilà, on trie les familles de quartz, on rejette ce qu'on appelle les impurs, ce qu'on a défini comme impurs, mais la gamme de chimie qu'on vend aux clients et qui est recherchée par les clients, c'est celle qui est affichée là, avec principalement quatre éléments qui sont vraiment rédhibitoires. Ça va être le fer, l'aluminium, le titane et le bore. Voilà, pour permettre, on recherche un élément de base, un minerai de base le plus pur possible pour permettre une chaîne de produits en aval de silicium la plus pure possible pour éviter des raffinages chimiques ou métallurgiques par la suite. Voilà, il est plus simple de partir d'une ressource déjà épurée pour s'affranchir de traitements à la suite. Et donc, on a notre propre laboratoire de contrôle pour assurer la chimie des productions. Donc, on a notre laboratoire de préparation et d'analyse avec alors, c'est pas une LA-ICP-MS, c'est un spectromètre d'émission optique, hein, voilà, mais ça nous permet de doser en ppm tous ces éléments. Et donc, ça nous permet de contrôler la production, mais aussi des échantillons d'exploration qu'on peut faire bah, partout en France, en Europe, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a des produits finis dans les specs marchands, donc ils sont vendus aux clients, donc on produit pour la France et l'Europe. Donc, les clients historiques, Péchinet, maintenant Ferro-PM, puis Ferro-Globe à l'heure actuelle en France, hein, c'est les usines françaises ici des vallées des Alpes, vallée du Rhône, une usine encore de ferrosilicium dans les Pyrénées. Voilà, donc ils sont reliés par train et par camion.
Et puis on vend aussi donc à l'export, toujours pour le marché européen, depuis le port de Bassins jusqu'à des usines en Norvège et en Islande. Voilà. Donc c'est quand même un- une fierté de produire ces produits pour la France et l'Europe. Voilà. Donc les clients, eux, ils vont assurer la transformation du quartz en silicium. Donc, forcément, hein, quartz, c'est de la silice, SiO2. On rajoute un réducteur du carbone dans les fours pour former le silicium sous forme métal et émettre fatalement du CO2. Bon, la réaction est ici extrêmement simplifiée. Au final, c'est des chaînes qui se passent sous forme gazeuse dans les fours, avec des phases gazeuses de la silice, etc., etc. Bon, c'est voilà, en carbure, etc. Mais voilà, de manière simplifiée, c'est ça. Et c'est surtout, bon, voilà, les produits nécessaires pour faire 1 tonne de silicium, ils sont listés ici sur la gauche. Donc on a besoin de réducteurs, charbon de bois ou charbon de mine, oui. Un peu d'électrode au graphite, parce que c'est des fours à arc électrique. On doit monter à 2500 degrés, hein, dans un four à silicium, 2500, 2600 degrés, pour assurer la réduction de la silice. Des copeaux de bois, les copeaux de bois, ils sont mélangés au galet. Ils vont brûler et assurer de la porosité pour permettre la réaction gazeuse de l'ensemble dans les fours. Et puis, bah, bien sûr, ça consomme de l'énergie. Donc, on est sur un bon 12 mégawatts par tonne de Ouais. silicium produite. Voilà. Et donc, ça, c'est important parce que si on amenait des produits avec une trop grande quantité d'impuretés à l'intérieur, la consommation électrique augmenterait pour séparer ces impuretés. Donc, la recherche d'un produit, d'un minerai de base très pur, induit aussi bah, la consommation énergétique dans les fours. Et ça, les clients français sont extrêmement surveillés pour leur consommation électrique. Donc, c'est aussi bah, voilà, un gage de qualité pour nous, mais un gage de consommation d'énergie la moindre possible pour les clients. Et c'est là que tu peux Voilà. rajouter, Vincent, que c'est pas que la chimie, c'est à la fois la courbe Oui, granulométrique oui, et la on qualité a, intrinsèque sur voilà, c'est CRT ça. ici, etc. En production, on regarde la chimie, mais on regarde aussi la coupure granulométrique. Il faut que ce soit des fuseaux granulométriques très resserrés pour permettre les réactions chimiques dans les fours. On peut faire avec du petit, on peut faire avec du gros, mais pas les deux mélangés, sinon on n'a pas les réactions gazeuses qui se forment parce que les pores sont bouchés. Et puis, on a le comportement thermique. Ce qui fait d'un bon quartz pour l'électrométallurgie, c'est son comportement thermique dans les fours. On ne pourrait pas utiliser de silex, par exemple, parce que l'eau présente dans le minéral silex ferait exploser les galets comme du popcorn, en fait, dans les fours. Donc, c'est totalement rédhibitoire. Et puis, on a aussi certains quartz de pegmatite ou autres, ou de certains filons qui ont des comportements thermiques extrêmement mauvais, donc qui vont se dégrader, qui vont se tomber en farine après chauffe. Donc ça, c'est pareil, c'est rejeté. Donc Dordogne et Lot, on est extrêmement chanceux parce que la chimie intrinsèque est très bonne et la qualité thermique est extrêmement bonne. Voilà. Donc après ça, on a formé du silicium, enfin nos clients ont produit le silicium, et donc les débouchés de ce silicium, donc ça va avoir différents marchés. Donc la France, ici, elle produit 80 000 tonnes par an. Donc c'est 70% de la production européenne du silicium. Donc c'est quand même très important. Bon, après, à l'échelle mondiale, c'est 2%, hein. La Chine, on le voit ici en haut à droite, fait l'écrasante majorité de la production mondiale. Parce qu'ils ont des gros gisements, parce qu'ils ont des gros fours à charbon. Donc ils produisent dans des contraintes, dans des conditions environnementales et sociales bien moindres, mais voilà, c'est moins cher. Le silicium est classé comme matériau critique par l'Europe. Donc, bon, ça ne nous donne pas de passe-droit pour l'exploitation, mais voilà, c'est quand même important d'être reconnu comme producteur de matières premières pour l'industrie du silicium. Voilà. Et en Europe, donc les usages du silicium, ici en bas à droite, en Europe, les usages sont principalement pour la chimie et principalement les silicones, les alliages d'aluminium et les panneaux solaires. Donc les alliages, la chimie du silicone, ça va avoir des applications multiples, et le mot est faible, hein, on en a partout autour de nous. Donc les très grosses applications, ça va être dans la construction, hein, que ce soit les joints de bâtiments, de menuiserie, etc., etc. Une application souvent non soupçonnée, ça va être des huiles en transformateurs électriques hein, de haute puissance. Voilà, c'est plus les PCB, mais ça va être des huiles silicone. Fluide, Voilà, caloporteur. des fluides caloporteurs.
On a des utilisations en cosmétique, en isolation de câbles électriques, les fameuses prothèses mammaires dans le médical, mais c'est pas que les prothèses, ça va être bon, aussi des prothèses mécaniques aussi, des semelles, des pansements, ça va être il y a aussi des fils de suture en chirurgie en silicone. L'agroalimentaire, bon là c'est des moules de cuisson qu'on utilise chez soi, mais des plaques de cuisson dans les industries agroalimentaires également, des mousses isolantes, les joints dans une automobile, vous en avez partout, vous en avez dans les pneumatiques en partie, vous en avez dans les joints d'étanchéité, dans les gommes, dans les graisses, etc. Dans des textiles aussi qui peuvent être soit pour des fonctions d'étanchéité, d'inifugation, etc. Dans des papiers alimentaires, enfin voilà, il y a extrême variation d'applications pour les silicones. Le silicium se Voilà. polymérise très bien, il est tétravalent. Oui, bah oui, oui, c'est ce que je précisais au-dessus. Parce il y a Silane, Ouais. etc., etc., et silicone sensible. Bon. Voilà, ça c'est pour les passionnés de chimie, c'est un monde très vaste, hein, les silicones. Et l'ouverture des sites, elle a été faite par Péchinet, qui à l'époque faisait les alliages d'aluminium. Donc c'est toujours une grosse application. Et lui, l'aluminium, pourquoi on met du silicium à l'intérieur? C'est parce que ce silicium, c'est les vues là, de l'étude d'Assaloun. Là, ça va être des vues même d'alliage aluminium-silicium et autres. Et en fait, ça va cristalliser, le silicium va cristalliser dans l'aluminium lors des coulées pour renforcer. Il va faire une structure hein, physique pour renforcer l'aluminium et va permettre des applications bah, principalement pour des culasses moteurs, pour des jantes, parfois des châssis aussi automobiles, dans l'aéronautique également, des tubulures aluminium, toutes les scènes qu'on a de spectacles en tubulure aluminium, elles sont renforcées au silicium. Un châssis de VTT alu, bah, c'est pareil, c'est renforcé au silicium, de l'ordre de 1,5% jusqu'à 10-15% selon les alliages. Donc, c'est pas négligeable. Voilà, des menuiseries hein, dans votre maison, si vous avez des menuiseries aluminium, bah, il y a au moins 5% en poids à l'intérieur de silicium. Voilà. Donc, c'est plein d'applications cachées, mais présentes tout autour de nous. Puis une dernière part, alors qui est faible en production en Europe, mais qui à l'échelle mondiale augmente, hein, c'est le silicium pour photovoltaïque. Donc là, on a des exemples de parcs solaires sur nos d'anciennes carrières hein, en Dordogne. Ça fait partie des remises en état possibles de nos sites carriers. Voilà. Donc ça, bah voilà, c'est une industrie en augmentation. À l'échelle mondiale, on est sur une vingtaine de pourcents d'utilisation du silicium et c'est en hausse. Voilà. Et on fournit, vu qu'on a des galets de quartz avec un très faible taux de bore, on fournit du quartz pour silicium application photovoltaïque. Voilà, dû au faible taux de bore hein, qui permet un raffinage chimique pour le photovoltaïque. Voilà. Et sans oublier, voilà, un volet quand même important de notre travail de carrier, d'exploitant, c'est la remise en état. Voilà, donc on ne se barre pas avec des trous. On a l'avantage d'être une roche meuble, donc on peut reprofiler extrêmement facilement les anciennes carrières, on comble avec les stériles d'exploitation, la terre végétale conservée, on reboise, on a un retour à la nature extrêmement rapide. Hein, en 5-10 ans, on voit absolument pas qu'il y a une carrière. Et selon la volonté des propriétaires, etc., on est tout à fait capable de faire des zones à vocation biodiversité, hein, avec des mélanges de landes, de zones humides, de pierriers. Enfin voilà, on est vertueux, on est capable de faire des très belles choses. Et ça, c'est notre guide et notre volonté pour les sujets actuels et à venir, voilà, de plus en plus. En lien avec l'eau, l'usage de l'eau à l'usine, la remise en état des sites est une chose extrêmement importante pour l'acceptation et puis pour montrer qu'on peut continuer à travailler dans de bonnes conditions. Voilà, merci d'avoir écouté cette présentation de notre activité. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que vous avez tous compris. Non, merci Vincent et c'était Philippe, hein, c'était Philippe. Philippe, Oui, c'était très, très clair, très clair. Moi, j'ai trouvé, voilà, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, donc j'ai aussi plein de questions. Si je vais lancer le bal, mais je vois qu'il y a des questions. Je préfère quand même donner la Vous avez parole, appris des choses, c'est merveilleux. à l'assistance. Donc, je vois que Ismaïla Ndiaye demande c'est quoi la particularité donc du quartz de Dordogne. Voilà, donc bah, j'allais poser cette question, hein, effectivement. Est-ce que on est plutôt sur une source hydrothermale ou magmatique?
Et donc, Alors, ça fait référence ouais, à la ouais, présentation précédente. Alors, j'ai ouais, envie de poursuivre cette question voilà, est-ce que finalement, c'est les traceurs là, dont on nous a parlé Loïs pourraient permettre de, bon, du coup, identifier les sources du quartz? Et est-ce que ça peut être un guide d'exploration pour justement sélectionner des sources avec plus ou moins des éléments que vous essayez d'éviter, hein, et ouais. de définir comme ça des gisements qui seraient plus favorables? Mm. Alors ça avait été regardé, hein, bah, initié par la thèse de Laurent Desindes en 2000. Ça a toujours été le rêve en fait de remonter aux sources du quartz pour trouver bah, en place et possiblement exploiter en place. Donc pour les sources, donc là je ne l'ai pas mentionné parce que j'ai un peu zappé, mais les sources des quartz avaient été en partie définies bah, par les travaux de Desindes en 2000. Ça avait été vu alors avec une partie de géochimie, mais pas aussi poussée que ce qui se fait actuellement, ce que nous a présenté précédemment. Ça pourrait être complété, faudrait regarder. Et donc, ça avait été défini, les sources, comme des exudats dans les roches métamorphiques de l'unité inférieure des gneiss du Massif central. En grosse partie, il y a au moins 80% quand on faisait les différentes familles de quartz, parce que dans le détail, il y a plus d'une vingtaine de familles de faciès pétrographiques de quartz. Voilà. Donc, ça avait été voilà, 80% au moins ça, et puis une quinzaine de pourcents des pegmatites, mais certaines pegmatites. Et Hmm. alors après, les sources avaient été cherchées, mais ce qu'on voit à l'heure actuelle bah, dans la nature, quand on se balade dans le Massif central, malheureusement, on ne voit que quelques lambeaux, quelques petites lentilles au mieux métriques, allez, décamétriques, soyons fous, mais malheureusement, en place, rien d'exploitable. Du moins pas à l'échelle industrielle, hein. Des tout petits filons avaient été exploités comme Saint-Paul-la-Roche, comme le Dora, des exploitations notables hein, quand même, mais pas de quoi assurer 8 millions, enfin au moins pour le site de Dordogne, 6 millions de tonnes de galets. Bah, les sources n'existent plus, en fait, elles sont complètement érodées. Et c'est la chance qu'on a dans l'histoire géologique du Massif central et du dépôt. Les sources ont été complètement érodées. Le quartz a été concentré parce que toutes les roches accessoires ont été transformées en argile. Et ben, on s'est retrouvé avec les irréductibles, hein, j'ai envie de dire, avec les galets de quartz. Voilà. Oui, donc Mais ça répond euh, à la question suivante, qui était effectivement l'exploitation potentielle des filons de ouais, quartz. Et là, tu as répondu. non, Euh, malheureusement, non, on en rêve, mais non. alors pourquoi justement ça pourrait être plus simple d'un point de vue pureté ou... Alors, bah, si demain on trouve, oui, un filon avec une très bonne pureté, ça pourrait être exploitable, hein, ça se fait, hein, les clients concurrents en Espagne exploitent des filons hein, dans le nord de l'Espagne, en Galice. Hein, après, un filon, pour le quartz, fait rarement beaucoup de tonnage pour un but industriel. Hein, quand on va, je n'ai pas parlé de chiffre de production, mais en Dordogne, on va produire 150 000 tonnes par an. Dans le Lot, on va faire, allez, on va dire aux alentours de 90. Quand on fait le tonnage, quand on calcule un tonnage qui se balade dans la nature, on arrive péniblement des fois à 100, 300 000 tonnes. Et donc, ça fait que 2 ans et c'est pas exploitable du coup. Il n'y Donc a pas l'enjeu, assez de j'imagine, c'est quantité. peut-être que ça peut générer moins de résidus, hein. Puis si on est directement sur la veine, on Alors, n'a pas besoin de fouiller oui et des non, bons parce que de galets. malheureusement, quand on regarde un filon aussi, on en a regardé en exploration, hein, malheureusement, souvent, bah, les éponges, elles vont être avec des impuretés. Hein, il faut pas grand-chose pour passer de 600 ppm en aluminium et dépasser tout de suite les 800, les 1000. Et quelques mouchetures de mica ou quelques fragments d'encaissant à l'intérieur, feldspath ou un bout de schiste, polluent très rapidement un échantillon. Et si c'est intrinsèque au quartz, ça va être non triable. Et on ne peut pas se permettre, comme dans le métallique, de concasser, de broyer pour une maille de libération, parce que nous, il nous faut des grosses granulométries, des galets pour les fours. Donc, ben, on est un peu bloqué par ça. Il nous faut tout de suite des grosses granulométries de bonne pureté. Et c'est un peu, pour ceux qui connaissent le métallique, souvent on recherche des petites granulométries pour avoir la maille de libération. Nous, c'est l'inverse. On va avoir tendance à chercher des grosses granulométries. Pourquoi? Parce que un gros bloc, il n'a pas été cassé. Et s'il n'a pas été cassé, c'est qu'il n'y avait pas de fracture. Les impuretés sont dans les fractures. Et donc, bah, il est de bonne qualité, de manière indirecte. Plus il est petit, plus il a pu être fracturé. Donc, potentiellement, des impuretés. Et on le voit, les petites granulométries sont rapidement plus riches en impuretés que les grosses. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un métier, mais c'est pas. Il y a des choses logiques, mais qui ne sont pas celles forcément du métallique et des premières vues qu'on peut avoir comme ça, du moins pour la prospection, quoi.
D'accord. Bah alors, avant de passer aux questions suivantes, bah, je me permets, avant que je l'oublie, bah, n'hésitez pas à envoyer hein, des sujets qui pourraient faire l'objet de sujets de stage, de master, licence, voire thèse. Hein. J'étais d'ailleurs content de voir le nom de Laurent Desindes, que j'avais suivi sa thèse. Alors, je n'étais pas impliqué dans l'encadrement, mais quand j'étais à Nancy, effectivement, dans les années 2000. Et c'était quelqu'un avec qui on s'était bien entendu. Euh, oui, donc n'hésitez pas hein, à transmettre via la SGF d'ailleurs ou directement voilà, je sais qu'au laboratoire JET à l'Université de Toulouse, on est à la recherche de ce type de stage. Hein. C'est vraiment des choses Mhm. qui vont intéresser les étudiants. Alors, les questions suivantes, voilà, c'est Ossine Djouder qui pose la question. Voilà, je suis curieux de savoir combien de CO2 est émis pour la production d'une tonne de silicium. 4 fois moins en France qu'en Chine, mais je n'ai pas le chiffre. Et ça, j'ai pas les chiffres. J'ai les chiffres des produits finis. Après, Mais ça, c'est nos clients qui ont ça. Mais il faut être clair, les usines d'électrométallurgie sont des usines hautement émettrices de carbone, malgré Mhm. tous les filtres, Mhm. tout le reste. Mais en Europe, l'usine la plus performante du monde, c'est l'usine islandaise, Ouais. qui est celle qui émet le moins. Donc je pense qu'il y a des Mhm. données, nous, on n'est Mhm. pas allé les chercher. Mais ce qu'il faut garder en tête en l'état actuel, c'est qu'effectivement, un silicium produit en Europe est 4 fois plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mhm. Pour autant, on n'a pas encore réglé le problème. Oui, parce que la partie principale, donc forcément, il y a l'émission de CO2 lors de la réduction. Mais la grosse source d'émissions de CO2 vient de l'origine de l'électricité pour les fours. Bien sûr. Donc, principalement, la partie chinoise vient de centrales thermiques au charbon. Et l'avantage, donc, bah, les usines historiques dans les vallées des Alpes, elles se sont implantées là parce qu'elles avaient les barrages. Oui. C'est d'ailleurs elles, en grande partie, qui avaient fait construire les barrages à l'époque. Les collègues, enfin, les clients en Norvège également les barrages. Et puis l'Islande a Et le même gros de avantage d'avoir de la géothermie. géothermie. Voilà. Ouais. Donc ça, et d'ailleurs, c'est ces clients norvégiens, islandais, moins contraints sur l'électricité due à ces sources d'énergie faciles d'accès, peuvent se permettre des fois de monter à 13, 14 mégawatts-tonnes quand il y a des besoins pour séparer des impuretés en plus grand nombre. Voilà. Et des systèmes de captage du CO2 directement en sortie d'usine, ça, c'est pas envisageable? Alors ça, Il y a je ne des saurais pas choses, dire. mais Ce qui capte principalement, c'est les fumées de silice et autres gaz pour éviter les gaz polluants. Mais après, là, directement, là, je ne saurais pas dire. Hein. Je sais mais pas si... on peut aller gratter un peu si c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, on pourrait demander à Bon, faire bah, un je volet. pense que ça, c'est des sujets Je, qui vont je- intéresser. je complète juste un point qui est intéressant. Les fumées de silice, donc le résidu en cheminée, est valorisé, hein. C'est un additif béton, donc c'est pas jeté. Oui. Donc, dans la suite de la question, Benoît Dusselier demande, voilà, est-ce que des alternatives de four à hydrogène sont en développement pour le silicium? Alors ça, À ma connaissance aujourd'hui, non. Il y a tout un tas d'enjeux là sur plus sur la production en direct de silicium photovoltaïque sans deuxième transformation. Il y a des gros enjeux sur le silicium aussi pour remplacer les batteries lithium. Mhm. Sur le remplacement lui-même du four, en fait, il faut des baguettes de soudure. C'est ces baguettes de soudure géantes, hein, un four à silicium. Et il y a besoin d'un tel degré de température. J'ai pas cette info, mais je prends note parce que c'est des questions intéressantes à poser à nos clients qui sauront nous répondre puisque ce sont eux les métallurgistes. Et alors, Philippe, tu avais mentionné au début de ta présentation des problèmes éventuels liés justement à l'exploitation de certains des gisements historiques. Il Oui, y avait quoi comme type de difficulté? alors les grès de Fontainebleau, donc qui sont les parties indurées des sables de Fontainebleau, donc c'est du détritique consolidé. En fait, il y avait une grosse friabilité, donc quasi 20 à 25% du quartz était perdu, ça étouffait les fours tournaient pas bien. Et il y avait également une présence de titane à plus de 200 ppm qui était rédhibitoire une fois que les marchés ont évolué, où le titane est devenu un élément un petit peu clé. Donc aujourd'hui, il y a quasiment plus d'utilisation de grès de Fontainebleau. Ce qui est dommage parce qu'il y en avait des quantités importantes, même si l'acceptation sociale en région parisienne, moi pour avoir travaillé une dizaine d'années là-bas, devenait de plus en plus compliquée. Hmm. Mais ça, c'est un exemple. Il y a d'autres gisements magnifiques au Portugal qui ont sur le papier, ils sont beaux, la chimie est bonne, les paramètres sont pas mal. Par contre, le comportement au four, il y a un test, il y a pas que il y a un test qu'ils appellent le Thermal Strength Index, qui est une espèce de test où on casse le quartz, une granulométrie, on fait
des Ouais, petits des copeaux. On a une courbe bien précise de montée en température et on voit comment ils se comportent. Et les quartz qui réagissent mal, sans même parler des silex, effectivement, où là c'est le cas poussé à l'extrême, ben, on a des quartz qui partent en copeaux, en popcorn et qui fonctionnent pas Mhm. du tout ensuite. Mhm. Et ça, il y a que le test. Alors ces tests de labo qui ont été développés par les métallurgistes permettent d'encadrer, mais rien ne remplace le test au four. D'accord. Ah oui, les Et services. d'un gisement à l'autre, un coup, ça peut être les mouches de feldspath qui sont, il y a de très beau quartz Mhm. de pegmatite, et comme l'a dit Vincent. Oui. Et on a eu le cas sur un gisement à la Chapelle-Agnon en France, hein, qui a été exploité pendant, je crois qu'il y a eu deux, trois bateaux et c'était un désastre parce que ça réagissait mal au four, ça faisait ce que les métallurgistes appellent les soufflards au trou de coulée. Donc, un four à silicium, ça fait à peu près une quinzaine de mètres de diamètre. Il y a des endroits où il y a une espèce de bouclier tournant, puisque de temps en temps, il faut homogénéiser la charge là-dedans. Et c'était des espèces de langues de feu de l'enfer qui partent à 10 mètres du four. C'est impressionnant. C'est impressionnant et donc, bah oui, chaque quartz a sa particularité, donc on ne se contente pas de faire de la chimie. Il y a Ouais. des phyloniens qui fonctionnent, hein, parce Ouais, ouais. qu'effectivement, le phylonien, c'est ce qui arrive, mais on s'est vraiment rendu compte que les galets, quand on a la chance d'en avoir, mais ça vient de l'histoire géologique, hein, on a prospecté l'Europe et je peux dire aussi le monde, des gisements qui ont le même niveau d'ancienneté que ceux qu'on a en Mhm. Dordogne, où Mhm. quasiment tous les minéraux accessoires ont été transformés en argile. Ben, il n'y en a pas tant que ça. En Turquie, par exemple, il y a des formations alluvionnaires autour du Menderes, sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, mais là-dedans, il y a 20-30% de quartz. Donc, il faudra attendre quelques millions d'années, mais un jour, il y aura des super gisements de quartz alluvionnaire à les piocher là-bas. Ce ne sera pas pour nous, Mhm. mais c'est passionnant. Dans le désert, au Sahara, en Mauritanie, on a trouvé l'équivalent de ce qu'on a ici. Des quartz aussi qui ont subi une altération, on ne connaît pas encore bien la genèse, mais il y a des quartz qui sont un petit peu particulièrement âgés avec aussi peu de niveau d'impureté. C'est passionnant, hein, la partie prospection est magnifique. Ouais, d'accord, mais en fait, voilà, ça m'engage à la question que j'avais sur la filière dans son ensemble. Et tu viens de répondre que. Bon, parce que j'avais deux questions. C'était la destination des quartz du Lot et de la Dordogne. Donc, ça a été en partie répondu par Vincent. Et puis, finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces gisements en bordure de Massif central? Est-ce que les Norvégiens, les Suédois ont pas des gisements qui sont comparables? Finalement, Ben non, Là-haut, non, non. ah, ben Eux, non, ils ont. justement, Oui, oui, oui. C'est ils une ont chose. des énormes Euh, quartzites. Après, oui, ce qui est beaucoup exploité, par exemple, Norvège, Suède, c'est des quartzites ah ouais, avec des teneurs en fer et en aluminium. On dépasse les 4000 ppm pour en fait, une production de ferro-silicium. Hein, à l'origine, les carrières, par exemple, Fontainebleau était aussi pour du ferro-silicium. Et la production changeant vers le silicium, bah, fin des années 70, a nécessité des matières premières de haute pureté. Voilà. d'accord. La Norvège a un gisement de haute qualité qui ferait du silicium direct, mais qui est en territoire Sami. La pompe péjorativement et donc l'ouverture de ce truc-là est très improbable. Voilà. Mais la géologie la géologie effectivement de la Scandinavie fait qu'en fait la probabilité, enfin, ils n'ont pas ce type de gisement. Ouais. Ils n'ont pas. Oui, au final, bah, oui, pour finalement répondre, qu'est-ce qui fait qu'on est en Dordogne et dans le Lot et pas ailleurs? Bah, c'est ce mélange en fait de grosse granulométrie, de faible taux d'impur, de faciès de quartz intrinsèquement de très bonne qualité, et puis bah, de comportement thermique de ces quartz très bon. Voilà, c'est au moins ces quatre points-là. Et puis bah, en cinquième point, pas des moindres, en quantité exploitable aussi. Hein. Parce que on peut se balader dans tout le nord Périgord, par exemple, même en Limousin, des quartz de bonne qualité, on en trouve partout quand on se balade dehors, mais en quantité suffisante pour avoir quelque chose d'exploitable, ben ça c'est une autre affaire, quoi. Pour Voilà. illustrer le propos, dans ce qui est exploité, ce qui a été exploité, il y a de très bons quartz. Pardon, c'est la caméra que je voulais mettre, Vincent. T'as remis le micro? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Hmm. Oui, non, c'est pas- je voulais mettre la caméra par politesse. C'est bien. L'Égypte a produit actuellement, c'est un peu bloqué parce que les gouvernements le gouvernement de l'Égypte voudrait toute la chaîne de transformation chez lui, mais en Égypte, il y a des pegmatites géantes où là, il y a un tri manuel qui est fait directement sur le terrain et ils arrivent à sortir des quartz issus de pegmatites de très bonne qualité. En Turquie, il y a un gros marché, il y avait de gros gisements phyloniens de quartz qui sont exploités essentiellement pour l'industrie céramique mais dont les coproduits vont pour partie sur l'industrie du silicium. Voilà. Et là, ils sont triés aussi par des tri Ok. laser.
les Turcs avaient de très beaux gisements, mais qui tendent à s'épuiser. Et donc actuellement, ben, nous, on est très actifs pour renouveler le portefeuille de ressources, mais le quartz, quand on cherche, on trouve, alors pas en France parce que ça devient compliqué, le terrain de jeu se réduit comme peau de chagrin, mais enfin, il y a des pays encore, je pense à l'Afrique en particulier, où il y a des ressources phénoménales et tout est à faire pour les minéraux industriels. Bon, je vois que Patrick Lebray, là, qui est un de nos fidèles aux réunions mensuelles, veut intervenir. Juste une petite question justement en termes d'acceptabilité sociale, parce que là, vous, ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans la région, et il y a quelques années en tout cas, quand je suivais ce genre de choses, vous sembliez être très très bien intégré dans le tissu local. Est-ce que ça continue à être bien, ou est-ce que ça évolue et dans quel sens? Et est-ce que vous avez comment dire, encore suffisamment de gisements pour être tranquille un certain temps? On a encore en termes de durée de vie, on a là une durée de vie qui est encore supérieure à 20 ans sur nos deux sites et un potentiel qui est très supérieur à ça, à condition qu'il y ait l'acceptation sociale qui va avec. En termes d'environnement, on est toujours très bien intégré parce qu'on a des sites qui sont un petit peu cités en exemple en termes de remise en état et on a des vitrines. Dans le Lot, on a plus de 30 hectares totalement réhabilités qui sont en gestion avec le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie parce qu'on a développé sur ces zones après exploitation une magnifique biodiversité. Mais aujourd'hui, on a un phénomène qui est national, qui se durcit d'opposition systématique. Et on a des gens, des groupuscules exogènes au territoire où se situe le projet d'extension qui viennent et qui manifestent. Donc, bon, là, on est lundi en CDNPS, on va avoir une nouvelle autorisation sur un autre gisement d'Ordogne à côté de Tivier, un gisement qui est à 15 km de Saint-Jean-de-Colle, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas tellement l'acceptation sociale des gens du coin, il y a une véritable mouvance environnementaliste Mhm. un petit peu intégriste avec laquelle on discute même plus parce qu'on n'arrive à rien faire, Anti-multinationales aussi. qui est anti-multinationale, il y a un petit côté altermondialiste, ce sont les mêmes qui vont sur la 69, etc. Ça prend des proportions qui sont un peu inquiétantes. Alors, est-ce que justement, par rapport à la filière, le fait que ces quartz du Lot et de la Dordogne partent en Scandinavie, est-ce que ça serait pas préférable d'envisager un développement de filière? Alors, ça vous échappe, bien sûr, hein, c'est des choses qui sont à une autre échelle, mais un développement de filière de transformation moins éloigné que la Scandinavie, ce qui est déjà relativement raisonnable, hein, c'est pas à l'autre bout du monde. Bah, le gros de nos volumes va quand même sur la France. Et là, on parle de critical raw material pour l'Europe. Et donc, en fait, on parle de l'Europe. Et il y a effectivement tous ces enjeux. Nos gisements de quartz sont classés GIN, gisement d'intérêt national au niveau maintenant des schémas régionaux des carrières, ce qui ne nous donne pas de passe-droit. Mais ça a quand même le mérite de permettre d'illustrer l'importance pour la France, pour l'Europe, de cette filière du silicium. Donc, ça nous aide un petit peu. Mais voilà, je ne sais pas, Sandra, si tu veux rajouter un mot, la grosse inquiétude, et pour le moment, l'État n'a pas vraiment apporté de réponse. L'État est capable de déployer des dizaines de gendarmes quand on a des manifestations un peu disproportionnées par rapport à l'enjeu, mais on n'a pas de réponse en amont ben, pour éviter qu'on en arrive là. Tous les projets, il y a beaucoup de projets Imerys actuellement qui sont sous le feu de cette opposition. Ça a été le cas sur l'Andalousie de Glomel, le lithium, le projet lithium de Beauvoir, voilà, je vous en parle pas, c'est très actif. Projet sur les diatomites de Murat, c'est pareil. Et on a ces collectifs maintenant qui se regroupent hein, avec les réseaux sociaux et puis qui viennent manifester et qui scandent des slogans qui sont un peu inaudibles pour la population locale. Mais enfin, c'est quelque chose de nouveau et qui va pas faciliter le développement en France. C'est très clair. Alors, pour information, on travaille sur ces problématiques là en tant que géologue, mais aussi sociologue, économiste, les gens du droit aussi. La notion de sous-sol bien commun sur le Massif central. Et peut-être ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue. Là, on est en train de monter ce qu'on appelle un. Alors, c'est pas vraiment un comité des parties prenantes parce qu'on ne sera pas exhaustif, mais où on essaie de prendre l'avis des différents types d'acteurs du territoire sur ces questions du sous-sol. Alors, ce qu'on commence à subodorer, c'est que sur ce genre de projet, voilà, le plus tôt les parties prenantes sont impliquées, en particulier les citoyens, le mieux c'est. Bon, on est Oui, au début de notre investigation, hein, mais c'est ce qu'on ressent dans avec les premiers échanges qu'on a pu avoir. Je rebondis, Olivier, je pense que ce serait important, je ne connais pas avec qui vous travaillez, mais en effet, il faut quand même des acteurs qui vivent au quotidien ces sujets-là, hein. Donc n'hésite pas à me demander des D'accord. interlocuteurs Ouais, dans les entreprises, hein. tout à fait. Ben, Imerys est représenté hein, déjà, hein. Ah ok, c'est qui? C'est le genre des chassières, hein.
D'accord. Oui, mais là, c'est sur le lithium, mais à la rigueur, même sur les projets existants. Mm. Voilà. Alors, on était plutôt sur, on a défini les communautés à partir de ce que les chercheurs ont proposé, hein. Moi, j'anime, hein, ce projet sur le Massif central. C'était lithium, cuivre, étain, tungstène, géothermie profonde. Et puis, on a identifié des cibles privilégiées pour chacune de ces commodités sur lesquelles on va croiser la connaissance géologique et la connaissance du milieu social, hein, de la sociologie. Voilà, c'est des projets académiques, hein. On n'est pas sur d'exploration ou. Oui, j'ai bien compris, mais comme c'est des projets académiques sur des activités qui, j'ai compris, donc sont pas encore en activité, c'est dommage de pas aussi prendre l'expérience de tous les gens qui travaillent déjà dans le sous-sol Ah, depuis. mais tout le monde est bienvenu, hein. On Ah a oui, juste. mais on n'est pas au courant, mais volontiers hein, pour être pour interviewer. On en reparlera après, on va pas. Voilà. Et dernière question, parce qu'on commence à être un petit peu long, sur voilà, les réserves, on a répondu. Sur le recyclage, alors là, c'est aussi un petit peu en aval de votre travail à vous, mais est-ce que vous avez connaissance des taux de recyclage des produits transformés, en particulier les panneaux solaires? Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez critique. Il y a il y a des industriels du panneau solaire. Alors en France, on a très peu de producteurs qui disent qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, ils savent recycler quasiment tout, mais c'est encore un petit peu obscur là. Je D'accord. prends ça comme point aussi, en plus des fours à hydrogène et puis des datas sur le CO2. Et on essaiera de gratter ça. Mais j'ai entendu des gens dans la filière dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue théorique, on sait recycler quasiment tout sur un panneau solaire. Je pense encore une fois, hein, ça c'est aussi des choses qui reviennent dans les discussions. C'est pour ça que je me permets de poser la question, hein, et Hmm. dans les différents. Après, le côté, quand on voit un panneau solaire, en fait, la masse dans une parc solaire, ferme solaire, c'est des structures acier, des structures aluminium, du verre, et puis après, la partie silicium, elle est tellement ténue là-dedans dans les quantités de matériaux, mais elle est à prendre en compte en termes de recyclage, forcément. D'accord, mais ça c'est intéressant. Donc c'est minime, hein, dans un panneau solaire. Oui, quand on regarde un panneau solaire, nous, on en a récupéré des anciens là, de nos parcs à côté pour montrer aux gens, parce qu'on voit souvent les parcs de loin, mais un panneau de près, c'est toujours mieux. Et oui, en poids d'objet, c'est une structure alu sur un châssis acier et avec du verre, et la partie silicium en elle-même est très, très faible, très mince, hein. Voilà. Je Et suis en termes contraint de de vous recyclage, abandonner. J'ai un petit rendez-vous familial avec une fille qui vient qui vient de loin pour prendre des bricoles. Donc je vous laisse Vincent Peureux qui peut répondre Oui, de encore. toute façon, on va clôturer. Là, on a fait un peu plus sur notre heure et demie. Mais bon, c'était passionnant et j'espère voilà, on vous comptera dans les réunions futures. On va organiser cette réunion sur l'Andalousie au plus vite. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Bonne fin de journée à Ah, tous. merci Philippe, merci Vincent et merci Loïs. Merci, au revoir.